Les amis, j'ai une vidéo particulière pour vous aujourd'hui. 2 mots, zombie, samouraï. Très bien, maintenant que j'ai capté votre attention, posez-vous la question suivante. Si vous faisiez partie d'une équipe d'experts coréens en phénomènes paranormaux et que vous étiez pris dans une mission qui devenait tout à coup mortelle, que feriez-vous ? Gérer des ancêtres en colère n'est que le début, parce que ce travail va les mener dans l'antre d'une ancienne malédiction qui remonte à des centaines d'années. Elle est pleine d'esprits vengeurs, de créatures terrifiantes et d'un mystère étrange qui pourrait changer le destin de leur pays pour toujours. Mais je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les esprits maléfiques de la tombe dans Exhuma. Ce travail est sur le point de se transformer en piège mortel. Atterrissant à l'aéroport de Los Angeles, Warim, une charmante coréenne bien connue, et son apprenti Bong-gil se font conduire par leur chauffeur à l'hôpital où ils doivent rencontrer quelqu'un pour un travail. Ils viennent voir le riche homme d'affaires Park Ji-young, dont le nourrisson a récemment été atteint d'une mystérieuse maladie qu'aucun médecin ne semble pouvoir guérir. Après avoir rencontré la mère épuisée et prononcé une prière protectrice pour l'enfant, ils se rendent dans la maison de la famille, qui vaut plusieurs millions de dollars, où ils sont officiellement présentés à Ji-young pour la première fois. Cet homme, son père et maintenant le bébé nouveau-né ont tous été constamment tourmentés par une sorte de présence terrible. Et il craint que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'un des hommes ne finisse par mourir. Contrairement au médecin, Warim a déjà la réponse. Elle pense qu'ils sont poursuivis par une ombre. Plus précisément, l'esprit agité du grand-père de Ji-young. Il y a un moyen de le guérir, mais pour ça, elle va devoir faire appel à d'autres experts. En Corée du Sud, le maître du Feng Shui Kim Sang-duk et son associé le croque-mort Yong-gun aident un autre client fortuné dont la famille a des visions de sa mère décédée. Après avoir fait exhumer la tombe, Sang-duk remarque qu'il manque le dentier sur le corps et ils comprennent rapidement que le coupable est le fils du client, qui voulait simplement garder un souvenir de sa grand-mère après son décès. Plus tard dans la nuit, les deux hommes sont de retour à leur bureau et ils discutent du fait que la plupart des bons terrains pour les tombes ont déjà été pris il y a longtemps et qu'ils sont pratiquement les seuls à maintenir les anciennes traditions en vie. Pendant qu'ils discutent, Waring et Bong-gil arrivent pour discuter de la possibilité de leur confier le travail de la famille Park. Et comme les affaires ont été un peu au ralenti ces derniers temps, ils sont enthousiastes à l'idée de gagner enfin un peu d'argent. Mais c'est là leur plus grosse erreur. Ok, la famille Park doit remettre son ancêtre au lit avant qu'il ne finisse par entraîner tout le monde avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Waring, Sang-duk, Bong-gil et même Yong-gun sont tous des professionnels sérieux qui ont déjà eu affaire à ce genre de choses à maintes reprises au cours de leur carrière. Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. Grâce à son expertise, Warim a rapidement trouvé la cause de la hantise, à savoir ce qu'elle désigne comme l'appel de la tombe. On dit que les ancêtres des personnes qui meurent en paix partent dans l'au-delà où ils veillent sur leurs ancêtres. En revanche, les âmes insatisfaites qui sont mortes prématurément, violemment ou avec des problèmes non résolus peuvent devenir ce que l'on appelle des ombres. Il peut s'agir simplement d'un esprit agité qui, comme l'a mentionné Warim, se sent mal pour une raison ou une autre, et qui a seulement besoin des rituels et des conseils appropriés pour passer paisiblement de l'autre côté. Mais il arrive parfois que ces esprits deviennent malveillants. Ces esprits ne se contentent pas de se sentir inconfortables, ils gardent une sorte de rancune qui les pousse à chercher activement à nuire aux vivants. Et d'après tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, il semble bien que nous ayons affaire à un de ces esprits. Pour se débarrasser d'un esprit malveillant, il faut d'abord déterminer à quoi on a affaire. Un chaman expérimenté comme Warim utilise des éléments tels que le riz, l'eau et le feu pour communiquer avec l'autre côté, dans l'espoir d'identifier la raison pour laquelle l'esprit est toujours présent. Si vous parvenez à découvrir ce qui dérange l'esprit, vous pourrez alors prendre les mesures nécessaires pour qu'il s'en aille pacifiquement. Ça implique une combinaison de rituels compliqués, d'offrandes et de chants que nous verrons plus en détail dans un instant. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi Warim a dû faire appel à un expert en Feng Shui pour faire le travail. Mais la vérité, c'est que le véritable Feng Shui est bien plus intéressant que la simple décoration d'intérieur. Dans les croyances coréennes traditionnelles, le Feng Shui est aussi parfois connu sous le nom de géomancie ou de divination par la terre. Pour un professionnel comme Sang-duk, son travail consiste à trouver des endroits où l'équilibre des éléments naturels est le plus harmonieux. Il s'agit donc d'un endroit idéal pour que les familles respectées puissent y enterrer leurs morts. La raison pour laquelle elle a besoin de Sang-duk et de Yong-gun, c'est parce qu'une fois qu'ils auront exhumé la tombe, ils devront soit la déplacer vers un meilleur lieu de sépulture, soit incinérer les restes. Quand on est confronté à des esprits vengeurs, s'occuper de la mauvaise tombe est un bon moyen de se faire hanter. C'est pourquoi les experts doivent faire très attention à ce qu'ils font. Il semble que ce soit l'argent qui les intéresse le plus, mais ce dont ils devraient vraiment se soucier, c'est de se préparer à tout ce qu'ils pourraient rencontrer.
Avant de commencer, il serait judicieux de faire autant de recherches que possible sur le client et à sa famille afin d'en savoir plus sur eux. Comme il s'agit d'un riche investisseur immobilier, il doit certainement y avoir des informations sur Ji-young et son grand-père qui circulent, ce qui leur donnera l'occasion de voir si quelque chose de douteux en ressort, qui pourrait leur causer des ennuis par la suite. Étant donné l'urgence de l'affaire et la bonne rémunération, Sang-dok s'apprête à sauter cette étape du processus, mais ça pourrait bien être la dernière erreur qu'il commettra. Après avoir atterri en Corée, Ji-young s'assoit dans sa voiture pour un entretien privé avec Sang-dok. Mais avant qu'il ne commence, l'homme dit qu'il a 2 requêtes. Ils devront garder confidentiel tout ce qui se passera entre eux. Et après avoir exhumé le corps, il veut que tout soit incinéré immédiatement. Sang-dok trouve cette demande étrange, mais comme il y a beaucoup d'argent en jeu, il décide de la respecter pour l'instant. Cependant, il commence à soupçonner qu'il se passe peut-être plus de choses que ce que son client est disposé à révéler. Le chemin vers la tombe les mène dans les montagnes près de la frontière nord-coréenne jusqu'à une propriété fermée, et ils sont contraints de faire le reste du chemin à pied. Au cours de leur ascension, ils remarquent un groupe de renards qui les observe mystérieusement depuis le pied d'un arbre à proximité. La tombe elle-même n'a rien de spécial, ce n'est qu'une pierre tombale sans nom devant un monticule de terre. Mais quelque chose met Sang-dok sur le qui-vive. Tout le monde attend en silence alors que Sang-dok inspecte les alentours. Et quand il s'agenouille pour inspecter la pierre tombale, il remarque qu'elle ne porte qu'une série de chiffres mystérieux. Confus, il demande à Ji-young qui a choisi l'emplacement de la tombe. Et celui-ci lui répond qu'il a été recommandé par un célèbre moine nommé Gi-sune. La raison pour laquelle la tombe a été laissée aussi sobre était d'éviter d'attirer l'attention des pilleurs de tombes, qui auraient profané le site s'ils avaient pensé que le cercueil cachait des objets de valeur. Le lendemain, les experts, la famille et une équipe d'ouvriers se retrouvent tous sur les lieux de la sépulture, où ils exécuteront un rituel connu sous le nom de rituel de retrait. Le rituel se déroulera comme suit. Les 5 fossoyeurs qui vont creuser la tombe, tous nés dans l'année du cochon, seront cérémonieusement liés à un vrai cochon, que Warim utilisera pour distraire l'esprit maléfique pendant qu'ils accompliront leur travail. La cérémonie commence avec Warim qui choisit 2 lames dans sa panoplie d'outils et les utilise pour bénir les fossoyeurs, tandis que Yonggun annonce leurs intentions pacifiques à l'esprit maléfique. Bongil dirige ensuite un groupe de batteurs, tandis que Warim commence à danser vigoureusement en chantant et en tailladant les cochons jusqu'à ce que les ouvriers aient enfin fini de creuser. Après une longue et épuisante cérémonie, les fossoyeurs frappent enfin le cercueil, et Sang-dok et Yonggun viennent inspecter la sépulture. Yonggun demande aux fossoyeurs d'emmener le cercueil directement au crématorium, mais pendant que les experts sont distraits, l'un d'eux décide de vérifier s'il n'y a pas d'objet de valeur dans la fosse. Quand il creuse, il est surpris par un serpent rouge et noir qui sort de la terre. Mais quand il le coupe en 2 avec sa pelle, il se rend tout à coup compte que la créature a une tête de femme et pousse un cri semblable à celui d'un être humain qu'on peut entendre tout au long du chemin parcouru jusqu'aux voitures. Et voilà que tout à coup, une pluie torrentielle s'abat sur eux, semblant venir de nulle part, ce qui complique leur plan pour la crémation, puisque la tradition voudrait qu'on n'incinère jamais un corps un jour de pluie. Du coup, ils décident d'entreposer le cercueil dans la morgue d'un hôpital voisin et de s'occuper du reste dès que le temps se sera éclairci. Ok, vous savez, je déteste être celle qui dit ça, mais je pense que nous sommes peut-être déjà dans le pétrin. Le pire, c'est que tout allait bien jusqu'à ce que les professionnels quittent les lieux. Mais dès qu'ils sont partis, il a fallu 5 minutes seulement aux ouvriers pour tout gâcher. On dirait maintenant que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Et nous savons même exactement qui est à blâmer pour ça. Ce gars-là. Oui, lui. Alors, monsieur, je crois que vous avez bien merdé. Je veux dire, sérieusement, gars, nous avons tous vu leur foutu grand rituel complexe, non? Tu croyais qu'ils avaient fait tout ça juste pour le plaisir de se marrer un peu? On a affaire à des forces qui dépassent l'entendement humain, mon pote. Donc si ces types ont peur de ce qu'il y a là-dedans, alors tu peux parier ton cul que tu devrais en faire autant. Mais au lieu de ça, tu as décidé de fouiller la tombe à la recherche d'éventuels objets de valeur dès que la famille s'est éloignée. Au cas où tu l'aurais oublié, tu savais que la tombe était déjà hantée par un esprit maléfique. J'espère que tu aimes le fait d'être maudit, parce que même si tu étais parvenu à trouver quelque chose là-dedans, ce ne sera qu'une question de semaine avant que tu ne finisses comme une affaire non résolue dans les gros titres du matin. Ça, c'était déjà assez grave, mais quand on pensait qu'il ne pouvait pas prendre de plus mauvaises décisions, voilà qu'il coupe en 2 la mythique femme serpent. Non mais t'es sérieux là? Pourquoi t'as fait une chose pareille en plus? Tu sais, les accidents ça peut arriver, mais tu t'es mis dans le pétrin tout seul pour celui-là. Alors amuse-toi bien à affronter ce qui t'arrivera pour avoir tué ce truc. Parce que qui que tu sois, je te le dis, tu as merdé. Maintenant, on ne peut pas se contenter de voir une femme serpent sortir de la terre sans parler de ce qu'était cette chose. La créature que nous voyons ici semble être ce qu'on appelle le Nurona, un esprit des eaux japonais avec une tête de femme et un corps de serpent. En plus d'avoir probablement maudit ce type à jamais, le tuer semble avoir perturbé l'équilibre naturel, ce qui est à l'origine de la soudaine tempête de pluie.
Cela dit, vous vous demandez peut-être ce que fait un esprit des eaux japonais au sommet d'une montagne coréenne. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ce sera important plus tard. Sang-duk refuse d'incinérer le cercueil un jour de pluie. Et ce n'est pas seulement parce que l'esprit ne sera pas en paix dans l'au-delà s'il le fait. Un tel acte pourrait également avoir des conséquences négatives pour la famille, voire pour les professionnels eux-mêmes. Mais la vérité, c'est qu'ils ont déjà pris trop de raccourcis depuis le début de ce projet. Je me pose donc la question suivante. Pourquoi ne pas se dépêcher de brûler ce fichu cercueil si c'est ce que veut le client ? Il est clair qu'ils ont déjà libéré une sorte d'entité dangereuse, même avec les rituels qu'ils ont pratiqués. La meilleure solution est donc probablement d'en finir avec tout ça et d'essayer d'oublier ce qui s'est passé. S'ils persistent à vouloir garder le cercueil à la morgue pendant la nuit, il faudrait au moins que quelqu'un de l'équipe le surveille pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Pour empêcher l'esprit de s'échapper et de causer des ravages, il y a plusieurs précautions à prendre. La première consiste à entourer le cercueil d'une barrière sacrée de sel ou de riz pour empêcher l'esprit de s'échapper. On peut aussi utiliser des symboles de protection dessinés sur du papier et les placer aux 4 points cardinaux autour du cercueil pour renforcer l'effet. Pour finir, Warim pourrait faire une offrande à l'esprit et lui demander d'être patient pendant qu'ils attendent la crémation. Ça pourrait sembler ridicule s'il s'agissait d'un démon occidental, mais dans le cas de ces esprits ancestraux, un peu de respect peut parfois être très utile. Ces mesures auraient permis de garder l'esprit à l'intérieur et d'éloigner tout employé curieux qui aurait voulu jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais ne pas avoir pris le danger suffisamment au sérieux va entraîner toutes sortes de complications. Le cercueil étant en sécurité à la morgue de l'hôpital, Sang-duk décide de faire demi-tour et de visiter un temple qu'ils ont vu près de la tombe, dans l'espoir d'obtenir plus d'informations sur ce qui s'y est réellement passé. La pluie continue de tomber quand il rencontre le prêtre, et il lui dit qu'il a déjà entendu parler de la tombe sur la montagne. Selon lui, l'endroit a été la cible de nombreux pilleurs de tombes, bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais réussi à déterrer le corps. Il a d'ailleurs encore quelques-uns des outils qu'ils ont confisqués dans la remise à l'arrière du bâtiment. Au même moment, à l'hôpital, le concierge se faufile dans la morgue et décide d'ouvrir le cercueil lui-même, pensant qu'il pourrait y trouver quelque chose de précieux caché à l'intérieur. Au moment où il l'ouvre, Waring et Bongil entrent à l'improviste dans la pièce. Et tout à coup, un esprit invisible se précipite hors du cercueil, assommant la jeune femme en passant devant elle par la porte ouverte. Sang-duk et Young-gun se précipitent à l'hôpital après avoir appris ce qui s'est passé, et ils y trouvent Warim pratiquement indemne. Mais maintenant que l'esprit a été libéré, ils se rendent compte qu'il va se diriger tout droit vers Ji-young et sa famille. À Séoul, le vieux père de Ji-young est assis devant la fenêtre de sa chambre quand il sent la présence de l'esprit se rapprocher. Au lieu de prendre peur, il ouvre bêtement la fenêtre et invite l'esprit à entrer, sans se douter qu'il vient de signer l'arrêt de mort de sa famille. Il voit la goule dans le reflet de la vitre, en train de se régaler des restes de nourriture de la table derrière lui. Quand il en a assez, l'esprit plonge dans la poitrine de l'homme et arrête son cœur. En bas, la mère de Ji-young est occupée à regarder une compétition de danse, mais pendant qu'elle tourbillonne dans le salon, elle ne se doute pas un instant qu'elle est en train de danser dans les bras de l'esprit maléfique du grand-père. Et il finit par l'étouffer violemment elle aussi. Et ça fait 2 victimes, et il en reste 2. Les professionnels se précipitent pour reprendre le contrôle de la situation, sachant que ce n'est qu'une question d'heure avant que toute la famille de Ji-young ne soit morte. Pendant que Sang-duk se rend à l'hôpital pour prévenir leurs clients, les autres décident d'essayer un autre rituel pour rappeler l'esprit dans son cercueil. Ils vont inviter l'esprit à posséder Bongil, ce qui devrait permettre de le contenir suffisamment longtemps pour le convaincre de retourner dans l'au-delà, là où il devrait être. À l'aide d'un petit tambour, Warim entame le chant, tandis que Young-gun attend que les chants s'emparent de l'apprenti aussitôt que l'esprit prendra possession de son corps. Le rituel fonctionne, et pendant 1 seconde, l'apparence de Bongil change complètement à mesure que l'esprit maléfique prend le contrôle. Warim tente de communiquer avec lui, mais l'esprit s'aperçoit rapidement de la supercherie, et il se moque d'eux en leur disant qu'il va emmener le reste de sa famille avec lui. Puis il libère Bongil et retourne s'en prendre à Ji-young. À l'hôtel, Ji-young se réveille trempé de sueur et reçoit un appel urgent de Sang-duk qui l'avertit qu'il y a eu un problème avec le cercueil et qu'il est en route. Au même moment, il entend une série de coups pressants à la porte. Et quand il demande qui est là, une voix lui répond que c'est Sang-duk. Ce qui devrait être impossible s'il est toujours en route comme il l'a dit au téléphone. Ne sachant trop ce qu'il doit croire, Ji-young demande conseil à la voix au téléphone, qui lui dit de s'éloigner de la porte. Au lieu de ça, la voix le convainc d'ouvrir la vitre et de laisser entrer l'esprit de son grand-père pour le protéger. Mais dès qu'il le fait, la voix se transforme en un rire diabolique. Terrifié, il regarde dans le miroir au plafond, où il voit une vision de la goule apparaître à ses côtés. Et il se tourne lentement pour la regarder en face, sachant déjà qu'il est sur le point d'être tué. Au moment où le vrai Sang-duk parvient à entrer,
Il trouve l'homme debout sur la table basse, en train de regarder par la fenêtre ouverte, qui fait alors un étrange salut militaire avant de retourner vers le frigo et d'avaler toutes les bouteilles d'eau qui lui tombent sous la main. Sang-Dok tente de lui parler, mais l'homme ne fait que répéter la phrase « Le renard a coupé la taille du tigre », jusqu'à ce que tout à coup, une force invisible lui brise la nuque, le tuant sur le coup. Et ça fait 3 victimes maintenant, mais il reste encore un membre de la famille à abattre. Ok, bon sang, on sait que les choses vont mal quand le fantôme de grand-père revient d'entre les morts pour éliminer toute la famille. C'est du sérieux là. Il semble que l'esprit ne puisse entrer dans une maison que par une fenêtre ou une porte ouverte, ce qui veut dire qu'il doit être invité à entrer. Ça correspond bien au folklore coréen où les portes et les fenêtres ouvertes étaient traditionnellement considérées comme des points de passage permettant aux esprits de pénétrer dans les maisons. Ji-young au moins aurait dû le savoir. Maintenant, je ne vais pas mentir, le vrai Sang-Dok de l'autre côté de la porte aurait définitivement pu faire un peu mieux que ça, en agissant comme s'il n'était pas un fantôme en colère. Je veux dire, vu la façon dont il tirait sur la poignée de la porte, exactement comme on s'y attendrait d'un esprit vengeur, il m'aurait probablement fait douter moi aussi. Mais malgré tout, dès que la voix au téléphone a dit à Ji-young de laisser entrer son grand-père, il aurait dû immédiatement jeter cette merde par terre comme si de rien n'était, et continuer sa journée. Puisqu'il savait que l'esprit dangereux pourrait venir les chercher dès le moment où ils ont creusé la tombe, Ji-young et sa famille auraient pu et dû prendre des mesures pour éviter que ce genre de choses ne se produisent. Comme nous l'avons déjà mentionné, une barrière de sel ou de riz près des portes, des fenêtres ou même autour du lit est un moyen simple et efficace d'éloigner les esprits. Les amulettes protectrices et les symboles spécifiques destinés à repousser les esprits peuvent également faire l'affaire. La famille aurait pu fabriquer ces amulettes avec du papier et les placer près des portes et des fenêtres pour empêcher l'esprit d'entrer, ou même en garder une sur eux qui aurait été bénie par Hwarim conformément à leur tradition. Maintenant que les choses se sont officiellement gâtées, les professionnels ici présents sont enfin sur le point d'envisager l'incinération du cercueil malgré le mauvais temps. Ce qu'ils auraient probablement dû faire depuis longtemps, soyons honnêtes. Le seul problème, c'est que ça va prendre du temps. Alors il faudrait vraiment essayer d'appeler l'hôpital ou la maman pour les prévenir de garder un œil sur le bébé. Ça leur donnerait le temps de mettre en place des barrières de protection et les charmes que nous avons déjà mentionnés. Et ça leur permettrait, avec un peu de chance, de retenir l'esprit jusqu'à ce que la crémation soit terminée. Après avoir échoué au rituel, les autres décident qu'il ne leur reste plus qu'à incinérer le corps avant que l'esprit ne puisse faire du mal à l'enfant. Faire ça pendant une tempête de pluie est une limite qu'ils ne franchiraient pas d'habitude. Mais sachant ce qui va se passer s'ils ne le font pas, ils n'ont pas d'autre choix. Il y a juste un petit problème. Ils vont avoir besoin de la permission de la tante pour le faire. Et l'esprit est déjà dans la chambre d'hôpital, attendant patiemment que le bébé soit seul avant de frapper. Alors que Young-gun se rend au crématorium et ordonne aux fossoyeurs choqués de charger le cercueil tout entier dans le four, Sang-Dok passe un coup de fil à la tante et parvient à la convaincre au moment où l'esprit était sur le point de faire sa dernière victime. Ayant reçu le feu vert, Young-gun appuie sur le bouton, enflammant le cercueil et bannissant l'esprit dans l'au-delà. Juste assez tôt pour sauver l'enfant. Mais ce cauchemar ne fait que commencer. Plusieurs mois plus tard, Sang-Dok va voir un des ouvriers du premier rituel qui devient progressivement complètement fou depuis le jour où ils ont exhumé le cercueil. L'homme explique qu'il est en proie à des cauchemars constants et il dit que ça doit avoir un rapport avec l'étrange serpent qu'il a tué sur le site de la tombe. Inquiet, Sang-Dok retourne seul dans la montagne pour y jeter un coup d'œil et il aperçoit le même groupe de renards rassemblés tout autour et qu'il observe. Après avoir creusé plus profondément, il trouve le serpent à tête de femme toujours enfoui sous la terre. Mais il y a quelque chose d'autre dans la tombe qui attire son attention. Sa pelle bute sur quelque chose de solide, enterré un peu plus profondément, ce qui lui permet de découvrir un autre cercueil qui était enterré là et qui se tient debout. Il appelle Young-gun et les autres en renfort, et ils parviennent à déterrer une partie du cercueil, réalisant qu'il mesure au moins 2 mètres de haut, et qu'il est maintenu fermé par un épais entrelacement de fils barbelés. Ce qui pousse Bong-il à se demander s'il n'était pas destiné à empêcher les pilleurs de tombes de l'ouvrir, ou peut-être à retenir quelque chose à l'intérieur. Hwarim suggère de laisser tomber, mais maintenant, c'est Sang-Dok qui exige qu'ils aillent plus loin. À l'aide d'une corde, ils parviennent enfin à sortir le cercueil entier de la terre, ce qui amène le groupe de renards qui les observait à s'enfuir immédiatement dans la forêt. Après avoir traîné l'imposant cercueil jusqu'au corbillard, ils décident de l'emmener au temple que Sang-Dok avait visité il y a quelques mois. Le prêtre n'est pas vraiment ravi quand il entend ce qu'ils ont fait, mais il accepte à contre-cœur de les laisser passer la nuit ici, ne se doutant pas que c'est la dernière erreur qu'il fera. Ensemble, ils transportent l'énorme cercueil dans la remise et l'entourent immédiatement d'un épais cercle de sel mélangé à du sang de cheval, dans l'espoir de garder l'esprit maléfique piégé à l'intérieur.
Plus tard, la tante de Ji-young arrive pour jeter un coup d'œil au cercueil, mais elle est tout aussi confuse qu'eux. Lors d'une conversation privée avec Sandok et Warim, on découvre que le père de la femme était en fait un collectionneur japonais réputé pendant l'occupation de la Corée au début des années 1900. Le moine Gisune était également japonais, et la femme se demande pourquoi il aurait suggéré un lieu de sépulture aussi terrible pour son père, alors qu'ils étaient tous deux censés être du même côté. Ok, vous pouvez me traiter de parano si vous voulez, mais pour une équipe d'experts en paranormal qui vient de voir 3 personnes se faire tuer par un esprit après avoir déterré quelque chose de cette même tombe, j'ai l'impression qu'ils ne prennent peut-être pas la menace assez au sérieux. Le premier signe de danger est que le cercueil a été enterré debout. Pour une culture qui prône des enterrements en bonne et due forme, ce serait probablement perçu comme un manque de respect, ce qui en fait un bon moyen de se retrouver avec un esprit vengeur en colère. Les montagnes sont également considérées comme des lieux à forte énergie spirituelle. Enterrer un cercueil à l'horizontale va de pair avec le flux d'énergie, alors qu'un enterrement vertical le bloque, entraînant un déséquilibre et une accumulation d'énergie négative sur le site. Si vous sortez quelque chose du sol et que toute la faune locale se disperse instantanément, c'est un bon signe que vous auriez dû laisser la chose exactement là où elle se trouvait. Sans parler du fait que l'objet est absolument gigantesque et qu'il est entouré de plusieurs séries de fils barbelés, comme si la personne qui l'a enterré à cet endroit avait voulu le rendre aussi intimidant que possible. Au moins, ils prennent enfin des mesures pour contenir l'esprit en laissant un cercle de riz autour du cercueil, comme nous l'avons mentionné précédemment. Warim a également ajouté du sang de cheval cette fois-ci, qui n'est pas seulement une barrière puissante, mais représente également un sacrifice important qui montre le respect pour l'esprit que vous essayez de conjurer. Si c'était moi, je m'assurerais qu'au moins 1 ou 2 d'entre nous surveillent le cercueil en permanence. Comme ça, nous pourrions immédiatement tirer la sonnette d'alarme si un truc bizarre se produisait. Warim et Bongil peuvent également occuper l'esprit avec des gestes symboliques comme de la nourriture, des boissons, de l'encens et d'autres offrandes en signe de respect. Et pour les personnes qui essaieront de dormir, je mettrai en place une autre barrière de protection autour de leur lit. Et j'ajouterai quelques talismans de protection pour plus de sécurité. Maintenant, Tati leur a déjà donné le feu vert pour se débarrasser du cercueil. Alors au lieu de nous exposer à un danger supplémentaire, ma solution préférée serait d'en finir et de brûler ce truc tout de suite. Mais ils sont sur le point de faire exactement la même erreur qu'il y a quelques mois. Et cette fois-ci, ça va se terminer encore plus mal. Les autres se rassemblent pour brûler ce qui reste du serpent maudit, récitant une prière pour leur propre protection et convenant qu'ils brûleront le cercueil à la première heure le lendemain matin. Après avoir dégusté des nouilles maison autour de la table, ils vont tous se coucher et tentent de se reposer. Mais l'esprit vengeur a d'autres projets pour la suite des événements. Au cours de la nuit, le prêtre entend une série de bruits sourds provenant de quelque part à l'extérieur, et il décide d'aller voir ce qui se passe tout seul. Il semble que quelque chose de terrible ait dû lui arriver parce que pendant son sommeil, Bongil a une vision effrayante de l'homme debout sur sa poitrine, brutalement blessé et répétant la phrase « Il m'a enlevé le foie ». Bongil se réveille en sursaut et constate que tout ça n'était qu'un rêve. Mais le danger qu'il court est toujours bien réel. Inquiet, il va voir le prêtre, mais ne trouve aucune trace de lui dans sa chambre. C'est alors qu'il entend un énorme vacarme venant de la porcherie voisine. Il se précipite pour voir ce qui se passe et arrive juste au moment où le fermier entre à l'intérieur. Alors il regarde par la fenêtre et assiste à un spectacle absolument horrible. Plusieurs cochons ont été sauvagement tués et à la lueur rouge des lampes chauffantes, il voit une énorme créature arracher la tête du fermier à main nue. Ce qui fait 2 victimes de plus. Et il reste encore 4 professionnels à abattre. Terrifié, Bongil se précipite vers le temple et il réveille Warim en catastrophe qui dormait à l'extérieur dans sa voiture. Ils vont vérifier le hangar et leur visage se décompose quand ils voient que le couvercle du cercueil s'est en quelque sorte envolé et que ce qui était à l'intérieur s'est échappé en explosant directement à travers le toit du bâtiment. Warim renvoie son apprenti réveiller les autres, tandis qu'elle continue d'examiner de plus près ce qui se trouve encore à l'intérieur du cercueil, découvrant un ancien casque de samouraï avec une colonne vertébrale humaine à son sommet. Juste à ce moment-là, elle entend des pas s'approcher de quelque part à l'extérieur. Et en se retournant, elle aperçoit l'énorme monstre qui se tient juste de l'autre côté de la porte. Terrifiée, elle s'effondre immédiatement sur le sol, jurant d'être une des servantes du monstre afin de tenter de le tromper et qu'il l'épargne. Amusée, la créature jette la tête du fermier aux pieds de Warim pour l'effrayer. Et quand elle relève la tête, il semble que la créature soit partie. Mais il n'est pas bien loin, parce qu'au moment où elle se retourne pour regarder derrière son épaule, elle aperçoit l'horrible silhouette qui la fixe depuis le trou dans le plafond. Comprenant que sa ruse n'a pas fonctionné, Warim se précipite vers la porte tandis que Bongil se précipite à son tour et poignarde la créature avec une pointe de fer. Mais son attaque n'a aucun effet.
Furieux, le géant se penche et poignarde Bongil au côté avec sa griffe, avant de le laisser tomber au sol et de se tourner à nouveau vers sa maîtresse. Alors qu'elle la domine, la créature se rend compte qu'ils l'ont amenée dans un temple. Mais un coq chante quelque part au loin, annonçant que le jour est sur le point de se lever. La créature entonne alors un chant monotone inquiétant, et elle se transforme tout à coup en une gigantesque boule de feu qui tourne en rond au-dessus du temple dans un spectacle qui laisse les autres pantois avec des visions d'horreur indicibles avant de disparaître dans le ciel nocturne en direction de la montagne. Heureusement, Bongil a réussi à survivre à l'attaque, et Warim se précipite rapidement pour l'aider. Mais les autres sont encore trop abasourdis par ce dont ils viennent d'être témoins pour réagir. Ok, cette chose est absolument terrifiante et ne ressemble à rien de ce que ces gars ont déjà affronté. Warim et les autres ne sont peut-être pas tout à fait sûrs de ce qu'ils viennent de rencontrer, mais d'après l'apparence et les actions de la créature, on peut supposer qu'il s'agit probablement d'un type d'esprit japonais connu sous le nom d'Oni. Dans le folklore japonais, les Oni sont essentiellement des ogres géants maléfiques à la peau rouge sang avec plusieurs cornes dépassant de leur tête. Ce sont généralement des esprits malveillants connus pour leur capacité de destruction et qui peuvent même manger leurs victimes humaines si vous êtes vraiment malchanceux. En cas de combat, nous pouvons voir que ce type est extrêmement fort, rapide, agile, ce qui fait de lui un adversaire de taille, même pour 4 experts en paranormal. Le point positif, c'est que pour l'instant, il ne peut vous attaquer qu'au corps à corps. Donc vous devriez être en sécurité si vous arrivez à rester hors de sa portée, à moins bien sûr qu'il ne se transforme tout à coup en boule de feu géante et ne vous poursuive. En ce qui concerne le combat contre un Oni, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le combat physique est très discutable. Il existe de nombreuses histoires où de courageux guerriers ont vaincu des Oni en n'utilisant rien d'autre que de bons vieux katanas. Et il n'y a aucune raison pour que Warim et les garçons ne puissent pas faire la même chose s'ils sont prêts à s'engager dans cette voie. Les épées, les lances et les flèches à pointe d'argent sont tous de bons points de départ, surtout s'ils peuvent les bénir grâce à leur pouvoir de chaman. Vous pouvez aussi essayer de sortir le 9 mm et de voir si Frankenstein aime la technologie moderne. En tout cas, bravo à Bongil d'avoir tenté son expérience sans aucune garantie de succès. Mais la prochaine fois, il devrait peut-être viser la tête ou autre chose au lieu de le frapper directement dans l'armure. Et il aurait peut-être eu plus de chance. Maintenant, ce n'est pas parce que les attaques physiques fonctionnent en théorie qu'il ne faut pas essayer autre chose. Je veux dire par là, regardez ce type. Nous allons avoir besoin de tous les avantages possibles. Avant l'attaque, l'Oni a mentionné qu'il cherchait son casque, que Warim possède toujours, ce qui pourrait être utilisé pour l'attirer dans un piège. Ou bien, on pourrait placer du sel et du sang de cheval à l'intérieur du casque pour l'affaiblir quand il l'enfilera. Il semble également qu'il ne pouvait pas franchir la porte sans y être invité, et il a dû regarder et sortir du hangar par le toit, ce qui est quelque chose d'important à garder à l'esprit s'il devait un jour vous poursuivre. Enfin, nous savons que Warim a le pouvoir d'appeler les esprits à l'aide quand elle en a besoin. C'est énorme, parce que ça lui donne la possibilité d'invoquer d'autres entités surnaturelles pour l'aider au combat, comme les Sanshin, les esprits des montagnes coréennes, qui apparaissent sous la forme d'un vieil homme sage accompagné d'un tigre. Combiner des attaques surnaturelles et physiques pourrait suffire à terrasser cette Oni. Et ils vont vraiment devoir faire preuve de créativité s'ils veulent l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Par la suite, tout le monde sauf Warim doit être hospitalisé le temps de guérir des effets de l'exposition à un esprit maléfique aussi puissant. Sangdok trouve Warim qui les attend silencieusement dans le couloir, les mains encore tachées du sang de Bongil. Tous deux se reprochent en partie ce qui s'est passé, mais Warim mentionne qu'elle a remarqué quelque chose pendant l'attaque qui change complètement la donne. La créature a laissé des traces de pas et a une ombre, ce qui prouve qu'elle a bien un corps physique. Selon elle, une âme comme celle des humains et des animaux ne peut pas manipuler de corps une fois que la personne est décédée. Ce qui veut dire que ce à quoi ils ont affaire ici n'est pas du tout une âme, mais un esprit. Elle est donc incapable de savoir ce qu'il est, d'où il vient et surtout ce qu'il veut. Les médecins reviennent en disant qu'ils devront transférer Bongil dans un autre hôpital. Mais pendant qu'ils discutent, Sangdok remarque une photo des montagnes accrochée au mur avec comme légende l'épine dorsale de la péninsule coréenne. Ça lui rappelle l'étrange phrase que Ji-Young a répétée juste avant de mourir, et il décide de retourner au temple pour y jeter un coup d'œil. En fouillant dans les affaires des pilleurs de tombes, il trouve une photo cachée dans un carnet qui révèle qu'il ne s'agissait pas vraiment de pilleurs de tombes. Il s'agissait en fait de patriotes coréens à la recherche d'une relique japonaise datant de l'époque de l'occupation, censée apporter de l'énergie négative à toute la région s'ils la laissaient là où elle avait été enterrée. Pendant ce temps, Warim se rend avec Bongil à l'hôpital de Séoul, où elle demande l'aide de ses deux sœurs qui sont formées aux arts surnaturels. Plaçant un morceau de parchemin spécial sur la poitrine de Bongil, elle commence à parler comme s'il s'agissait d'un dîner, invitant l'esprit qui possède son corps à se joindre à elle.
L'homme se tourne alors vers Warim et commence à parler en japonais, révélant que son nouveau maître est l'esprit vengeur d'un général japonais qui a acquis ses pouvoirs surnaturels après avoir tué 10 000 ennemis. Quand Warim lui demande où il se trouve maintenant, il répète les coordonnées exactes de la tombe au sommet de la montagne, avant de tourner son attention vers sa sœur. Alors que l'esprit commence à la menacer, Warim déchire immédiatement le papier, ce qui fait perdre connaissance à Bongil. Après avoir appris ce qu'est réellement l'esprit, sa sœur lui conseille vivement de partir tant qu'elle en a encore l'occasion. Mais Warim refuse de laisser l'esprit s'emparer de son apprenti sans se battre. Au sommet de la montagne, Sangdok prend une pioche et commence à vérifier sous la terre où il fait une autre découverte terrifiante. La créature géante est en quelque sorte retournée à l'endroit exact où elle avait été enterrée. Et elle est maintenant endormie sous la terre, attendant minuit pour sortir de sa tombe une fois de plus. Il se précipite immédiatement dans son bureau pour annoncer à Young-gun ce qu'il a découvert. Tous deux se rendent ensuite à l'hôpital où Warim veille toujours sur son apprenti. Et il explique sa théorie sur l'origine de la malédiction. Pendant l'occupation, le chaman japonais Gisune a enterré un pieu en métal sur le site de la tombe afin de jeter une malédiction sur la terre. Et il s'est servi de la tombe du grand-père de Ji-young pour le recouvrir, en laissant à l'esprit le soin de le protéger contre les voleurs. Young-gun pense toujours qu'il devrait s'en aller, mais Sangdok leur rappelle que c'est la terre que leurs petits-enfants fouleront pendant des générations. Et après avoir entendu son discours, ils décident de faire équipe et de mettre un terme à cette malédiction une bonne fois pour toutes. Alors qu'il s'apprête à partir, Warim remarque quelque chose d'intéressant à propos de la blessure de Bongil. Il semble que la créature n'ait pu le frapper qu'à un emplacement qui n'était pas couvert par ses tatouages protecteurs. Alors il décide de se couvrir des mêmes inscriptions pour se protéger encore un peu plus. Ok, l'heure de l'affrontement final a sonné, mais avant qu'il n'affronte l'esprit, voyons comment il pourrait prendre l'avantage. Le fait que l'Oni soit endormi leur donne l'occasion d'organiser le champ de bataille en leur faveur avant même qu'ils ne soient réveillés. Ils doivent faire sortir le monstre de sa tombe pour s'emparer de la pointe de fer. Leur plan à présent consiste donc à faire en sorte que Warim l'éloigne pendant que les autres fouilleront la tombe. Au lieu de se contenter de faire diversion, Warim devrait profiter de l'occasion pour passer à l'offensive en installant des pièges à base de sel et de sang de cheval. Si elle parvient à fermer un grand cercle de sel dès que la créature y pénétrera, elle pourra peut-être la contenir pendant que ses amis s'occuperont du reste. Ce serait également le moment idéal pour mettre la main sur des armes bénies, comme nous l'avons déjà dit. Parce que si le combat est leur seule option, je préférerais avoir un katana sacré sur moi plutôt que d'avoir à me frotter à un samouraï démoniaque. Une fois que le pieu sera retiré, il ne restera plus qu'à l'emmener dans un temple et à lui faire subir un rituel de purification, ce que Warim sait déjà faire. La priorité devrait être de récupérer le pieu au lieu de combattre l'Oni, puisqu'en le retirant, on pourrait également bannir l'esprit. Mais comme nous allons le voir, mettre la main sur le pieu va s'avérer un peu plus compliqué qu'il ne le pensait. Sur le site de la tombe, Sangdok laisse une traînée de poissons frais depuis la tombe jusqu'à un arbre voisin où Warim devra distraire la créature pendant que les deux hommes chercheront le pieu en fer. L'équipe attend pendant des heures, surveillant la tombe jusqu'à un peu plus d'1h du matin. La griffe démoniaque de la créature surgit tout à coup à travers la terre et s'empare du premier poisson. Alors que la créature commence à suivre la piste, Warim se précipite vers l'arbre et allume quelques fagots d'herbe sacrée, créant un grand nuage de fumée blanche qui remplit la clairière. Nerveuse, elle regarde la créature sortir à l'air libre depuis le tronc, et le samouraï aperçoit son casque qui gît au pied de l'arbre. Warim commence alors à lui parler, disant à l'esprit que sa guerre est terminée et qu'il est temps pour lui de passer à autre chose. Mais le démon insiste sur le fait qu'il lui reste encore une partie de la nation à conquérir. Pendant que Warim le distrait, les deux autres se précipitent et commencent à creuser frénétiquement pour trouver la fameuse pointe de fer. Mais ils ont beau faire, ils ne parviennent pas à la trouver. Tout à coup, la créature émerge du côté de l'arbre et commence à marcher vers Warim. Mais juste au moment où il semble que ce soit fini pour elle, un esprit chaman apparaît. Et le démon devient si furieux à sa vue que Warim réussit à s'éclipser. Elle tombe sur Young-gun et il voit que le samouraï se transforme en boule de feu et s'empare du ciel. Puis il réalise qu'il se dirige tout droit vers Sangdok. L'homme ne peut que rester là médusé tandis que le feu tourne au-dessus de lui, jusqu'à ce que tout à coup, il s'écrase directement sur lui. Heureusement, il n'a pas été brûlé vif, mais c'est seulement parce que le samouraï souhaitait finir le travail lui-même. La créature contourne l'homme et plante sa griffe dans le foie de Sangdok. Mais c'est alors que Young-gun jette un seau rempli de sang de cheval, étourdissant la créature et la forçant à reculer. L'attaque ne fonctionne qu'un temps, et alors que Warim et Young-gun se précipitent pour aider leur ami, la créature se redresse et les soulève tous les deux dans les airs en les prenant par la gorge.
il semble qu'il ne puisse plus rien faire. Mais c'est alors que Sang-Duk a une vision mystérieuse qui lui révèle tout à coup la vérité. La pointe de fer était en fait l'épée du général, qui a été cachée à l'intérieur de son corps après qu'il ait péri au combat. Ce qui signifie que le samouraï lui-même est la source de la malédiction. En Feng Shui, le bois est l'opposé du fer, et en utilisant le manche de la pioche imbibé de sang de cheval, il est capable de transpercer le pied du démon. Avec un autre coup, il tranche une énorme partie de l'épaule du monstre et continue à le frapper avec le bâton jusqu'à ce qu'il le coupe complètement en deux. Le monstre enfin vaincu, la malédiction sur cette terre est levée. Mais Sang-Duk s'effondre à cause de ses blessures, persuadé qu'il va mourir à son tour. Ses amis l'emmènent d'urgence à l'hôpital, où, fort heureusement, il se rétablit complètement. La possession de Bongil est également levée, et ils peuvent tous reprendre une vie normale. Cependant, le souvenir de ce qu'ils ont vu les hante encore de temps en temps. Quelques mois plus tard, l'équipe se réunit à l'occasion du mariage de la fille de Sang-Duk, se sentant maintenant plus comme une famille que comme de simples collègues de travail. Et au final, ils ont tous appris une leçon très importante. Peut-être que parfois, les vrais démons samouraïs sont les amis que nous nous faisons en chemin. Bon sang! Et c'est moi ou ce film était vraiment un film d'enfer? Vous savez, les créatures anciennes, les armes sacrées, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Et j'espère que vous aussi vous avez bien aimé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!